Sabine, vous avez fait votre thèse de biologie forestière de l'Université de Nancy et vous y avez travaillé sur les déterminants écophysiologiques de la crise de transplantation des plants forestiers et les effets du stockage des plants. Vous êtes ingénieur à l'INRA, vous avez été ingénieur à l'INRA à Nancy au département forêt et milieux naturels et vous êtes actuellement ingénieur à l'IDF-CNPF et vous nous présentez donc la mobilisation du progrès génétique. Je vous laisse la parole. Ce matin, nous avons essayé d'envisager donc pourquoi planter. Et donc cet après-midi, je voudrais évoquer avec vous le matériel végétal qui est disponible pour réaliser ces plantations. Et plus précisément, je voudrais intervenir sur les qualités génétiques de ce matériel. Cet aspect a été longtemps négligé, mais il est aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas, incontournable lorsqu'on évoque les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour faire face aux défis qui nous attendent dans le futur, qu'il s'agisse de faire face à l'évolution de la demande des industriels, aux adaptations des forêts face au changement climatique et éventuellement aussi à l'apparition de nouvelles menaces sanitaires. Mais que recouvre en fait le terme de progrès génétique que l'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui? Donc spontanément, je dirais de par le milieu dans lequel je baigne, je pense le progrès génétique, ça m'évoque évidemment les variétés forestières améliorées, c'est-à-dire les cultivars ou les variétés synthétiques qui sont issues des programmes d'amélioration génétique qui ont été initiés après-guerre par l'État français et qui concernent aujourd'hui une douzaine d'espèces et que l'on peut disposer, enfin que l'on trouve en pépinière actuellement, et que l'on peut donc planter. Mais pour moi, le progrès génétique, ça ne se résume pas à cette création variétale. Le progrès génétique, pour moi, c'est aussi cet ensemble de connaissances qui s'est largement développé ces dernières décennies et qui nous a permis de mieux connaître la diversité génétique des espèces forestières, cette diversité, comment elle est organisée au niveau des territoires, que ce soit à l'échelle d'un continent ou à l'échelle d'une population, des connaissances qui nous ont aussi permis de comprendre comment se transmettent des informations d'une génération à une autre, et notamment comment se transmettre des caractères intéressants pour le forestier. Donc je disais, ces connaissances ont beaucoup progressé ces dernières décennies, grâce notamment au développement de marqueurs, que ce soit des marqueurs biochimiques et puis moléculaires. Et ces connaissances, même si elles concernent qu'un nombre limité d'espèces, en fait, leur répercussion est beaucoup plus large, puisqu'en fait, elles peuvent servir elles sont source de réflexion pour des préoccupations de toutes les espèces forestières que l'on peut planter. Et très concrètement, c'est grâce à ces connaissances, donc de génétique fine, que l'on peut raisonner très concrètement sur les transferts de graines ou de plants sur notre territoire, et aussi sur la gestion des peuplements, ce qui nous servent de porte-graines, et donc de sources de graines. Car, à mon avis, ne plus être exposé à des risques d'inadaptation, comme ce fut le cas par le passé, je pense que tout le monde connaît l'exemple des pins maritimes portugais qui ont gelé en 85 parce que justement ils étaient inadaptés, ou l'autre exemple aussi que l'on cite souvent, celui de hêtres issus de provenance d'Europe centrale, qui avait des défauts de forme épouvantables parce que chaque année, les nouvelles pousses étaient gelées au moment du printemps. Donc pour moi, il est important que l'on ne soit plus exposé à ce genre de déconvenues. Et donc le progrès génétique, c'est cela aussi. Donc je voudrais préciser que le rôle de la réglementation dans ce domaine est très important. L'Union européenne, dès 1966, a mis en place une réglementation
qui est spécifique donc du commerce des graines et des plants forestiers et qui a été mise à jour en 1999. Au niveau national, nous avons actuellement 65 ou 64 espèces forestières qui sont soumises à la réglementation sur le commerce des graines et des plants forestiers. Il y en avait 15 en 1970, c'est vous dire la progression. Et donc, toutes ces espèces-là, ces 65 espèces, font l'objet d'une réglementation qui trace au minimum l'origine géographique de ce matériel. Donc vous l'aurez compris, pour moi, le progrès génétique a deux pendants, c'est deux versions. Ce sont effectivement des variétés forestières améliorées, issues des programmes d'amélioration génétique pour la plupart, mais c'est aussi tout un progrès lié à la définition de régions de provenance au niveau de notre territoire, c'est-à-dire de zones homogènes, relativement homogènes pédoclimatiquement, et que l'on suppose du coup liées à des adaptations spécifiques pour les plants, les graines, et les arbres et les graines et les plants qui en découlent. Ce sont aussi des règles de transfert de ces graines et ces plants au niveau de notre territoire, et plus largement. C'est aussi tous les progrès qui ont été faits pour sélectionner des peuplements sources de graines, donc des peuplements sélectionnés sur lesquels nous récoltons des semences, et également les progrès qui ont été faits sur le cahier des charges pour récolter des graines qui soient d'une certaine qualité. Donc pour illustrer cela, c'est la carte des travaux liés, des travaux d'Antoine Kremer et de son équipe sur les marqueurs génétiques qui ont permis de reconstituer les voies de colonisation après les dernières glaciations du chêne Cécile. Et donc complètement à gauche, c'est la carte des régions de provenance françaises de ce chêne Cécile actuellement. Alors, pour en revenir, le titre de mon exposé, c'est « Mobilisation de ce progrès génétique ». Alors, voyons un peu déjà ce que nous plantons actuellement en France. Ce sont les chiffres, donc c'est en pourcentage des ventes de plants. C'est tiré de l'enquête annuelle que font les contrôleurs de pépinières auprès des pépiniéristes forestiers. Et donc la répartition des différentes espèces qui sont actuellement vendues en France et donc plantées sur le territoire. La dernière campagne avec ces résultats date de 2014-2015. Il y a une erreur, pardon. Et donc, lors de cette saison-là, 72 millions de plants ont été vendus en France. Le graphique montre très bien la prédominance du pas maritime. Donc, nous sommes encore à cette époque en reconstitution après tempête Klaus. Mais même si donc cette phase de reconstitution tente à diminuer, le pas maritime reste une part très importante des ventes de plants forestiers en France. La deuxième espèce de reboisement, il s'agit du Douglas, on l'a déjà évoqué. Elle est évidemment très nettement inférieure, les quantités très nettement inférieures au pas maritime, mais très nettement supérieures à toutes les autres. Et les feuillus arrivent en troisième position, puisque le chêne Cécile représente donc 5% du marché. Au total, 4 espèces se partagent 80% du marché des plants forestiers, et donc a priori du moins, les plantations réalisées en France. Sur ce chiffre, 90% des plants qui sont utilisés dans le pays sont des résineux. Et si l'on rapporte ça aux variétés forestières améliorées qui sont actuellement disponibles, eh bien, sur la production de 62 millions de plants forestiers vendus en France pour les plantations, 88% sont issus de variétés forestières améliorées. Alors, quelles sont ces variétés forestières améliorées
dont nous disposons actuellement en France. Donc 12 espèces sont concernées. Le pin maritime, évidemment, le Douglas, alors les peupliers, les cultivars de peupliers, l'épicéa commun, le pin sylvestre, le mélèze d'Europe, le mélèze hybride, le merisier, cormier, frêne commun, noyer hybride et les cultivars d'eucalyptus. Chacune de ces espèces peut avoir plusieurs variétés améliorées. Pour le pin maritime, j'ai mis donc un chiffre de 4 variétés. En fait, il y a effectivement 4 grandes familles de variétés améliorées de pin maritime. Il y a ce que l'on appelle les VF2, les variétés améliorées de deuxième génération. Il y a les VF3, donc un cran d'amélioration supplémentaire, la troisième génération. Il y a aussi des hybrides Land Corse, une variété Land Corse de deuxième génération. Et enfin, le dernier type de matériel, c'est le verger à graines de Tamjout, qui est lui préconisé pour le sud-est du pays, alors que toutes les autres sont plutôt préconisées pour le sud-ouest. Donc, dans le cas du pin maritime, il y a donc 4 familles de variétés améliorées, mais sachant qu'au total, on est à peu près à une 12-15 vergers à graines installés pour cette espèce. Je vous ai mis une colonne pour situer un petit peu les dates d'installation de ces vergers à graines. Donc, toutes ces variétés ont été élaborées à partir d'un certain nombre de critères de sélection qui sont pour toutes l'adaptation aux conditions d'utilisation de notre territoire. Il fallait évidemment qu'elle pousse, qu'elle ne soit pas exposée au gel tardif ou précoce de notre territoire. Pour la plupart aussi, dans tous les cas d'ailleurs, la sélection a été faite sur des critères de croissance, donc de vigueur, de productivité. Un certain nombre, et là c'est plus spécifique aux peupliers et aux merisiers, on a fait appel à des critères de sélection qui font intervenir des résistances à certaines maladies. Les rouilles chez le peuplier ainsi que Marsonina, et chez le merisier, c'était des résistances à la cylindrosporiose. Donc voilà 4 grands groupes de critères de sélection. Je mentionne également que les importations sont très faibles, donc le marché français est essentiellement approvisionné par ces vergers à graines et ces variétés améliorées. Il y a une petite exception pour le mélèze hybride, j'y reviendrai, puisque pour le mélèze hybride, on trouve actuellement chez les pépiniéristes aussi des variétés améliorées qui sont produites dans d'autres pays européens. Donc on a près de 90% des ventes de plants en France qui sont issus de variétés améliorées. On peut s'en réjouir, mais comment en est-on arrivé là? Donc j'ai essayé de reprendre pour vous les différentes étapes pour un certain nombre de ces espèces qui ont précédé l'utilisation de ces variétés, et de façon à mettre en évidence des points spécifiques qui expliquent comment s'est déroulée cette mobilisation de ces variétés. Alors, pour en arriver à l'utilisation, il y a évidemment un nombre de facteurs importants qui entrent en ligne de compte. Je vais parler de quelques-uns en m'appuyant sur justement les exemples français. Il y a effectivement la nécessité d'une demande. Et il y a aussi la perception que les variétés que l'on propose vont proposer un service en plus, une production supplémentaire. Le cas du peuplier met en évidence le rôle très important qu'ont joué les réseaux de développement. Dans le cas du peuplier, a été mis en place au niveau de la forêt privée française, qui concentre la majorité de la ressource, une série de tests depuis 30 ans. Chaque année, 10 à 20 dispositifs comparatifs sont installés qui, justement, permettent dans toutes les régions populicoles du pays de disposer de plantations dans lesquelles le matériel, et notamment le nouveau matériel, est en démonstration.
Ces lieux sont à la fois des lieux d'expérimentation où des mesures sont prises, mais aussi des lieux de vulgarisation où des réunions sont organisées, ce qui participe évidemment à la valorisation ultérieure de ce matériel. Dans le cadre du peuplier, la mobilisation du progrès génétique, ce n'est pas la mobilisation ce n'est pas la prise de marché supplémentaire des variétés améliorées par rapport aux autres, c'est tout simplement faire passer le message qu'effectivement des nouveaux cultivars sont disponibles avec des qualités différentes. Alors, autre point, donc pour le peuplier, c'est aussi l'exemple. La puissance publique joue un rôle prédominant puisque dans le cas du peuplier, il y a des listes qui sont éditées régionalement, qui favorisent l'utilisation de tel ou tel cultivar et ces listes sont mises à jour régulièrement. Dans le cas du peuplier aussi, un facteur clé, c'est la diffusion du matériel. Les choses sont justement en train de changer depuis quelques années, puisqu'arrivent sur le marché des cultivars qui sont désormais protégés, et donc on arrive à une commercialisation non plus de tous les pépiniéristes peuvent avoir tous les cultivars, mais seuls les pépiniéristes ayant les licences des obtenteurs peuvent commercialiser ce matériel-là. Donc, une fois que l'on a établi des comparatifs, il faut évidemment que les variétés puissent être mises à disposition des planteurs. Donc, une des actions que nous menons régulièrement sur à la fois les cultivars de peuplier, mais sur l'ensemble des variétés forestières améliorées, c'est justement la mise à disposition de l'information des pépiniéristes qui produisent ce matériel à la faveur d'enquêtes que nous réalisons auprès de ces pépiniéristes. Donc la demande, je voulais mentionner dans le cas du Pas maritime que la demande évolue. Dans le cas du Pas maritime, vous le voulez certainement, mais il y a eu une évolution technique qui a fait basculer en gros le massif aquitain d'une tradition de semi-direct à la plantation. Donc ça, la forte demande en plan est expliquée en partie par cela. Elle est aussi expliquée parce que malheureusement, le bassin a accusé 2 tempêtes successives et forcément des phases de reconstitution importantes, mais qui du coup, ont pu accélérer le passage justement du semi-direct à la plantation, puisque les reboisements post-tempête ont été faits essentiellement par plantation. Voilà ce que je voulais dire. Et pour étayer un petit peu le facteur qui est quand même prioritaire dans la mobilisation du progrès génétique, je voudrais revenir sur quelques exemples de gains génétiques, parce qu'une fois que l'on a démontré l'intérêt d'un matériel, sa mobilisation est beaucoup plus simple. Voilà le cas du peuplier cultivé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'apparemment je n'ai plus le temps. Mais on a eu une réduction très nette de la durée l'âge d'exploitation a diminué et on a de façon très nette également amélioré la résistance aux pathogènes. Pour le Pas maritime, on a des gains en termes de forme et de volume. Donc, j'ai vraiment que 2 minutes. Excusez-moi. Donc la productivité à l'échelle de la parcelle se traduit évidemment au niveau du massif, puisque la quantité de variétés améliorées plantées augmente. Pour le Douglas, on attend une production en volume des variétés, puisque là on n'a pas encore le recul de 20 à 30% en croissance, et donc un programme dont on a déjà parlé ce matin débute, c'est le programme Douglas à venir. Alors, que peut apporter la génétique face aux défis de demain? Donc, la création variétale prend du temps. Nous avons aujourd'hui des variétés qui ont été plantées dont l'amélioration a été commencée dans les années 60. Mais il y a un certain nombre d'avancées techniques et scientifiques qui nous permettent d'espérer un raccourcissement et une accélération des cycles de sélection.
Et donc, il est tout à fait pertinent d'envisager l'intégration de nouveaux critères de sélection dans les programmes d'amélioration génétique. C'est déjà le cas pour la biomasse dans le pin maritime, pour la qualité de bois dans le Douglas, on en a parlé ce matin, et pour des sécheresses, et pour les aspects résistance à la sécheresse, tout cela est en cours. Pour les espèces qui ne font pas l'objet de création variétale, je voulais simplement rappeler que cet aspect de l'adaptation au changement climatique a été pris en compte dernièrement puisque les conseils d'utilisation du ministère ont été revus en intégrant un paragraphe sur cet aspect-là. Et qu'à ce niveau-là, que pour ces espèces-là, qui concernent les chênes, le sapin par exemple, de nouvelles questions se posent, puisqu'on a déjà évoqué ce matin les solutions techniques que pourraient être les migrations assistées de provenance. Mais pour ça, il faut disposer d'informations sur la diversité intraspécifique des caractères, et des caractères adaptatifs en particulier, et la migration assistée d'espèces qui s'hybrident entre elles, comme le cas du chêne et du frêne. Donc en conclusion, plantons et mobilisons le progrès génétique disponible. Nous disposons en France d'un riche portefeuille de matériel forestier de reproduction et notre filière a une capacité d'approvisionnement certaine, même si des discussions sont en cours. Nous avons un savoir-faire et surtout préservons justement les activités scientifiques fondamentales qui nous permettent d'alimenter les choix techniques des gestionnaires.